Bâle. Un apprenti entre dans la chambre de son maître, mort quelques heures plus tôt. L'odeur de soufre et d'herbe séchée flotte encore dans l'air. Sur la table, parmi des fioles de verre et des parchemins roulés, il découvre un carnet de cuir usé. Aucun titre, seulement une phrase gravée sur la couverture. Que celui qui lit ceci sache désobéir. Paracels est mort, Alfie d'Aube. Certains disent qu'il a été empoisonné, d'autres qu'il s'est simplement épuisé à lutter contre un monde qui refusait d'écouter. L'apprenti ouvre le manuscrit d'une main tremblante. La première page le fiche sur place. Les plantes ne guérissent pas parce qu'elles contiennent des substances. Elles guérissent parce que Fell se souviennent de ce que le corps a oublié. Que fit l'effet de la même lumière que Fell? Le jeune médecin referme brusquement le livre. Ce n'est pas de la médecine, pense-t-il. C'est de l'hérésie. S'il est découvert avec cela, on le brûlera avec le manuscrit. Mais quelque chose dans ces mots bat comme un cœur. Il rouvre le livre. 12 plantes. Chacune avec sa correspondance planétaire, son élément, son but dans l'âme humaine. Paracels ne fait pas écrit de recettes. Il a écrit des clefs. Des clefs pour déverrouiller ce que la maladie cache réellement. La déconnexion entre le corps et l'énergie qu'il a créée. Le apprenti lit toute la nuit. À l'aube, il comprend pourquoi son maître fut pourchassé. Pas pour blasphème, mais pour avoir révélé une vérité dangereuse. Le pouvoir de guérir n'a jamais appartenu ni à l'Église, ni aux médecins. Il a toujours été dans la terre, dans les racines, dans les feuilles qui brillent sous le soleil, et dans le corps humain, ce corps qui n'a jamais cessé de parler le langage de la nature. Ceci est cet herbier, non pas un livre de botanique, mais une carte menant à ce que ton sang sait déjà, vers une obéissance qui n'y fait pas soumission, mais résonance. Car le corps ne s'obéit pas à la volonté. Il obéit à l'énergie qui le soutient, et cette énergie vit encore dans les plantes sacrées. Commençons. Le herbier interdit de Paracels. Chapitre 1. Hypérique. Le sang solaire. Dans les monastères médiévaux, les moines l'appelaient fuga daemonum, celle qui chasse les démons. Pas par superstition, mais par observation. Ceux qui buvaient son infusion cessaient d'être tourmentés par des pensées sombres. Des frères plongés depuis des années dans une mélancolie profonde retrouvaient un apaisement là où aucune autre médecine n'avait réussi. Paracels les étudia pendant des années. Il l'accueillait lui-même au solstice d'été, lorsque la plante atteignait sa pleine puissance lumineuse. Il montait sur les collines avant l'aube et attendait que les premiers rayons touchent les fleurs dorées. Il écrivit « L'hypérique capture la lumière du soleil et la transforme en sang végétal. Celui qui la boit, boit de la lumière condensée. Ce n'est pas une métaphore, c'est une alchimie mesurable. Cela semble poétique, mais ce ne le fiez pas. » En 1990, Fritz Albert Popp découvrit que toutes les cellules vivantes émettent des photons, une lumière faible mais mesurable. Les plantes intensément exposées au soleil stockent cette lumière dans leurs tissus. Le hypérique, plus que tout autre. Popp les appela biophotons et démontra que ils ne sont pas accidentels. Ce sont des signaux de communication cellulaire, le langage que les cellules utilisent pour se coordonner, se réparer, maintenir l'ordre intérieur. Lorsque tu presses les fleurs d'hypérique entre tes doigts, elles libèrent un liquide rouge foncé. Paracels l'appelait le sang du soleil. Aujourd'hui, nous savons que ce liquide contient de l'hypéricine et de l'hyperforine, deux molécules capables de traverser la barrière hémato-encéphalique et de moduler les neurotransmetteurs de l'humeur. Une étude menée en 2017 à l'université de Fribourg compara l'hypérique à la fluoxétine chez des patients souffrant de dépression modérée. Les résultats furent équivalents, à une différence près. L'hypérique ne provoqua aucun des effets secondaires du médicament synthétique, ni dysfonction sexuelle, ni émoussement émotionnel, ni dépendance. Pourquoi? Parce que Phil ne force pas le cerveau. Il lui rappelle. Paracels s'associa l'hypérique au soleil, l'astre qui gouverne la vitalité et l'identité. Quand ce feu se s'éteint chez une personne, ce ne c'est pas seulement de la tristesse, c'est une déconnexion de sa propre source d'énergie. La dépression, disait-il, est une éclipse intérieure. La vie hypérique ne combat pas l'obscurité. Il restaure la capacité du corps à générer sa propre lumière. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la biochimie vérifiable. L'hypéricine inhibe la recapture de la sérotonine, de la dopamine et de la noradrénaline, les trois messagers chimiques qui régulent l'humeur, la motivation et la clarté mentale. Mais contrairement aux antidépresseurs de synthèse, elle agit de manière adaptogène.
Le corps prend ce dont il a besoin, sans être contraint à la surcharge. Paracels insistait aussi sur un point, la façon de cueillir la plante compte autant que sa substance, la cérémonie importe autant que la dose. Celui qui coupe avec violence obtiendra une médecine violente. Mysticisme, peut-être, mais l'épigénétique moderne dit quelque chose de similaire. Bruce Lipton a montré que la perception et l'intention modulent l'expression génétique. Ce n'est pas seulement ce que tu prends, c'est comment tu le prends et dans quel état intérieur tu le fais. Si tu bois de l'hypérique en t'accrochant à ton récit de tristesse, la plante fera peu. Mais si tu le prends en reconnaissant que ton corps sait déjà guérir, que tu as seulement besoin des feux un rappel, l'effet se multiplie. Une femme de 40 ans, insomniaque depuis l'adolescence, anxieuse en permanence, avait tout essayé, thérapie, antidépresseur, respiration. Tout aidait un peu, rien ne résolvait. 2 mois de fine fusion de Fipérique chaque matin. Elle ne changea ni de travail ni de compagnon, mais un matin, elle se réveilla et remarqua quelque chose de si étrange. Elle avait oublié de s'inquiéter. Pas par effort, simplement. Son système nerveux avait cessé de chercher des menaces là où il n'y en avait pas. Son esprit ne s'était pas vide. Il était calme. C'est ce que fait l'hypérique. Il ne te change pas. Il te rappelle qui tu étais avant d'apprendre à avoir peur. Paracels écrivit. La plante solaire guérit l'oubli de la lumière intérieure. Mais celui qui la prend doit être prêt à laisser partir l'identité construite dans l'obscurité. Certains se sont définis par leur tristesse, si longtemps que guérir revient à ne plus savoir qui ils sont. Et c'est là la véritable difficulté. Guérir, c'est abandonner l'histoire qui justifiait la douleur, renoncer à l'identité de victime, à celle de l'être brisé. Et pour beaucoup, c'est la seule identité qui a donné sens à des années d'existence. Lucipérique te confronte à une question. Et si tu n'y avais jamais été brisé? Et si tu avais simplement été déconnecté? Dosage traditionnel. Infusion de 5 grammes de fleurs séchées dans de l'eau chaude, 2 fois par jour, ou teinture alcoolique, 30 gouttes le matin. Mais jamais en association avec des autres antidépresseurs, l'hypérique interagit avec de nombreux médicaments. Consulte avant de lui utiliser. Paracels le savait. C'est la dose qui fait le poison. Une phrase célèbre, valable même pour la lumière. Dans l'herbière interdit, l'hypérique est la première clef. Celle qui ouvre la porte vers une vérité oubliée. Guérir ne consiste pas à ajouter quelque chose d'extérieur, mais à se souvenir du langage que le corps parle depuis toujours avec la nature. Et ce langage commence par la lumière. Lumière que les plantes capturent. Lumière que le corps reconnaît. Lumière qui, lorsqu'elle manque, transforme l'existence en ombre. Les hypériques murmurent. La lumière ne s'est jamais partie. Tu as seulement oublié où regarder. Chapitre 2. Valériane, la gardienne du seuil. Il existe une plante qui sent la terre mouillée et les racines profondes. Une odeur que certains trouvent désagréable, presque animale. Paracels l'y va appeler la clef lunaire. Non pour sa fleur, délicate et blanche, mais pour sa racine, tordue, sombre, qui pousse vers le bas pendant que le monde dort. Les Romains la connaissaient déjà. Valeriana officinalis. Il l'utilisait pour apaiser le système nerveux des soldats avant la bataille. Mais pour Paracels, elle était bien plus qu'un simple sédatif. Il la voyait comme un passage. La valériane ne induit pas le sommeil, elle ouvre la porte que la peur maintient fermée. Quelle porte? Celle du repos véritable. Cet état où le corps accepte de relâcher le contrôle et de faire confiance à la vie pour continuer à respirer sans surveillance. Car le insomnie ne fiait pas un manque de fatigue. C'est un excès d'alerte. Un système nerveux qui a oublié comment s'éteindre. Au XVe siècle, Paracels observait ses patients insomniaques. Il remarqua un point commun, la peur. Peur de la nuit, peur de perdre le contrôle, peur de ce qui pourrait surgir dans les rêves. Cette peur maintenait leur corps en vigilance constante. Aujourd'hui, nous appelons cela hyperactivation du système nerveux sympathique. La réponse de fuite ou de combat bloqué en position on. Paracels n'y avait pas ces mots. Il parlait tu un feu nerveux sans issue. La valériane, disait-il, refroidit ce feu sans l'éteindre. Elle le régule. Et il avait raison. En 1982, des chercheurs allemands isolèrent les composés actifs de la racine de valériane, acide valérénique, valépotriate et lignane.
Ils découvrirent que ces molécules interagissent avec les récepteurs GABA du cerveau, le neurotransmetteur qui freine l'activité neuronale excessive. GABA est le pédale de frein du système nerveux. Une étude publiée en 2010 dans Sleep Medicine compara la valériane à un placebo chez des patients souffrant d'insomnie chronique. Après 4 semaines, le groupe valériane rapporta une amélioration significative de la qualité du sommeil et un endormissement plus rapide, sans dépendance ni somnolence résiduelle. Mais voici ce qui est fascinant. La valériane ne t'assomme pas comme un somnifère chimique. Elle ne force pas le sommeil, elle le permet. Paracelse associait la valériane à la lune. En alchimie, la lune gouverne l'inconscient, les rêves, la réceptivité. Elle est le complément du soleil. Là où le soleil est feu et action, la lune est eau et abandon. Dormir, selon Paracelse, n'est pas un acte passif, c'était un acte de confiance. Le corps doit croire qu'il est en sécurité pour lâcher prise. Quand cette confiance est brisée par le traumatisme, le stress chronique, ou simplement par une vie vécue en mode survie permanent, le sommeil devient impossible. La valériane agit sur ce seuil fragile, entre veille et repos. Elle ne pousse pas, elle accompagne. La plante lunaire, écrivit Paracelse, ne se oblige pas le corps à se reposer. Elle lui rappelle que le repos est naturel, que le fi obscurité n'y est pas le fi ennemi. La neuroscience moderne rejoint cette intuition. Le docteur Matthew Walker, chercheur du sommeil à Berkeley, a démontré que la peur de ne pas dormir aggrave les insomnies. C'est un cercle vicieux. Tu crains de ne pas dormir. Cette crainte te garde éveillé, ce qui renforce la peur. La valériane brise ce cycle, non en attaquant la peur, mais en diminuant la réactivité du système nerveux face à elle. Paracelse remarquait aussi que la plante reflétait son environnement. Elle pousse dans les zones humides, à l'ombre, près de l'eau. Elle ne cherche pas le soleil. Elle prospère dans le cachet. Pour lui, c'était un signe de sa fonction. Aider ceux qui craignent leurs propres ombres, leurs rêves, leur inconscient, leurs émotions refoulées. La valériane ne sert pas seulement à dormir. Elle aide à rêver sans résistance. Un homme de 50 ans, chef d'entreprise, souffrait de finsomnie de maintien. 2 heures de sommeil, puis réveil brusque, l'esprit déjà en train de planifier et de s'inquiéter. 3 semaines de teinture de valériane. Et quelque chose changea. Il recommença à se souvenir de ses rêves. Et dans ses rêves, il rencontra des choses qu'il évitait depuis des années. La valériane avait ouvert la porte. Il dut choisir il voulait la franchir. C'est cela, la gardienne du seuil. La valériane te conduit jusqu'au bord du vrai repos, mais elle ne te pousse pas à y entrer. Elle invite. Et dans cette invitation se cache une question. As-tu confiance en ce que tu trouveras de l'autre côté? Dosage traditionnel. Infusion de racines sèches. 3 à 5 jas avant le coucher. Ou teinture alcoolique. 2 à 4 ml, 1 heure, avant de dormir. Son efficacité augmente avec le usage régulier, non comme solution immédiate. Laisse ton corps 1 semaine pour reconnaître le nouveau rythme. Précaution, ne pas combiner avec d'autres sédatifs ou anxiolytiques. Sans avis médical, la valériane renforce l'effet GABAergique. Trop d'inhibition neuronale peut être dangereuse. Paracelse le savait. Toute guérison peut devenir poison si l'équilibre n'est fait pas respecter. Dans l'hyperbiais interdit, la valériane est la 2e clef, celle du repos sacré. Non pas le repos comme fuite, mais comme abandon conscient, comme reconnaissance que le corps a besoin de s'éteindre pour se purifier, se réorganiser, se réparer. Car pendant que tu dors, le système lymphatique du cerveau s'active et élimine les toxines du jour. Pendant que tu rêves, l'inconscient digère ce que la conscience n'a pas pu traiter. Pendant que tu te reposes, le système immunitaire se renforce. Paracelse écrivit, dans la dernière page consacrée à cette plante, « Celui qui ne peut pas dormir ne peut pas guérir. Celui qui ne peut pas rêver ne peut pas se transformer. Et celui qui craint l'hyposcurité intérieure restera malade à la lumière du jour. » La valériane n'est pas seulement pour l'insomnie. Elle est pour ceux qui ont oublié que lâcher prise n'est pas faiblesse. C'est de la sagesse. C'est la plante qui murmure. Tu peux te laisser aller. Ton corps sait quoi faire quand tu cesses de t'y interférer. Et peut-être est-ce là la leçon la plus difficile de toutes. Chapitre 3. Sauge. Celle qui se souvient. Son nom dit tout. Sauge.
du latin salvar, sauver. Les Romains la considéraient comme sacrée. Ils avaient un rituel pour la récolter, tunique blanche, pieds nus, sans outils de fer, comme si couper la plante avec du métal profanait quelque chose d'essentiel. Paracelse les étudia avec révérence. Il lui fait appeler la plante de Mercure, non pas pour le métal toxique, mais pour le dieu ailé, le messager entre les mondes, entre la pensée et la mémoire, entre le savoir appris et le savoir oublié. La sauge n'améliore pas l'esprit, écrivait-il. Elle réveille ce que l'esprit a oublié, qu'il savait. Cela semble mystique, mais la neurologie le confirme. Au XVIe siècle, Paracelse observait les vieillards souffrant de ce qu'on appelait alors faiblesse de raison. Aujourd'hui, nous dirions déclin cognitif, démence, Alzheimer. Il nota que ceux qui buvaient chaque jour une infusion de sauge gardaient leur esprit clair plus longtemps. Leurs paroles restaient précises, leurs souvenirs accessibles. Ce n'était pas du hasard. C'était de la chimie. En 2003, des chercheurs de l'université de Newcastle testèrent un extrait de sauge sur des patients atteints d'Alzheimer léger à modéré. Les résultats furent remarquables. Amélioration de la mémoire, de l'attention et de l'humeur. Le mécanisme est clair. La sauge inhibe l'acétylcholinestérase, l'effet enzyme qui dégrade l'effet acétylcholine. Or, le acétylcholine est le neurotransmetteur de la mémoire et de l'apprentissage. C'est elle qui permet à une idée de tenir, à un souvenir de se former, à une pensée de devenir continue. Quand l'acétylcholinestérase est trop active, l'effet acétylcholine disparaît trop vite, le cerveau perd ses connexions, la mémoire se fragmente. La sauge freine cette destruction, elle préserve le lien. Mais pour Paracelse, il y avait bien plus. Il voyait la sauge comme un miroir. La plante mercurienne reflète ce dont l'âme a besoin de se souvenir, pas ce que le cerveau veut oublier. Car il existe deux formes d'effoubli. L'un est neurologique, les neurones meurent, les synapses se perdent. L'autre est psychique, le traumatisme, la honte, la douleur ensevelissent des souvenirs trop lourds à porter. Selon Paracelse, la sauge agit sur les deux plans. Elle protège le cerveau physiquement, et, symboliquement, elle ramène à la conscience ce qui fut refoulé. Cela peut sembler ésotérique, jusqu'à ce que l'on comprenne la nature de la mémoire traumatique. Lors d'un choc extrême, l'hippocampe, la zone du cerveau qui code les souvenirs, se désactive. C'est pourquoi tant de personnes ne se souviennent pas clairement de leur traumatisme. Les fragments existent, mais restent inaccessibles. En stimulant l'acétylcholine, la sauge renforce la fonction de l'hippocampe, non pour créer de faux souvenirs, mais pour rétablir la cohérence de ce qui était fragmenté. Paracelse, le phti avait deviné. La sauge rend à l'ivame le fil de son histoire. Une étude publiée en 2017 dans le Journal of Psychopharmacology confirma que la sauge améliore la mémoire épisodique, celle qui te permet de te rappeler des événements précis de ta vie, avec leur contexte et leurs émotions. Pas seulement des données, des récits. Paracelse associait la sauge à Mercure, planète du mouvement et de la communication, le médiateur entre les opposés, celui qui unit le conscient et le inconscient. La sauge, de ce point de vue, aide non seulement à se souvenir, mais à s'unifier, à recoller les fragments de soi, dispersés dans le temps. Les neuroscientifiques disent, nous sommes la somme de nos souvenirs. Quand la mémoire se fragmente, l'identité se fissure. La sauge est donc une plante de cohérence intérieure. Une femme de 65 ans, qui commençait à oublier les noms, les dates, les objets du quotidien, vécut une transformation après 3 mois d'infusion quotidienne. Les oublis diminuèrent, mais surtout, elle se mit à se souvenir d'enfance, de scènes effacées depuis longtemps, non comme des flashs douloureux, mais comme des images apaisées. C'est comme si quelqu'un avait rangé les dossiers de ma mémoire, dit-elle. C'est exactement ce que fait la sauge. Elle range, elle relie, elle restaure le accès. Paracelse écrivit, la mémoire n'est pas stockage, mais connexion vivante. Quand les ponts se rompent, l'âme oublie son dessein. La sauge répare les ponts. Mais la plante offre aussi une protection physique. Elle contient de l'hexacide rosmarinique, du carnosol et d'autres antioxydants puissants, qui neutralisent les radicaux libres responsables du vieillissement neuronal. Une étude de 2000, publiée dans l'Iranian Journal of Pharmaceutical Research, montra que l'extrait de sauge réduit significativement les marqueurs de stress oxydatif chez des patients souffrant de déclin cognitif. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie cellulaire.
Dosage traditionnel. Infusion de 1 à 3 jabs de feuilles séchées. 2 fois par jour. L'huile essentielle est plus concentrée, mais doit être utilisée avec prudence. Pure, elle peut devenir neurotoxique. L'infusion est plus sûre, et son effet s'accumule avec le temps. Paracels avertissait. La sauge est puissante. Ne t'en abuse pas. Mais si ton esprit se disperse, si tes mots se perdent avant d'atteindre ta bouche, si tu sens que tu t'éloignes de toi-même, alors la sauge est ton allié. Et il ajoutait, la sauge ramène ce qui fut oublié. Mais tout ce qui fut oublié ne mérite pas de revenir. Car parfois, l'oubli était une protection. La sauge ne respecte pas ses barrières. Elle restitue tout, le beau et le douloureux. C'est pourquoi Paracels l'a lié à Mercure, le dieu rusé, celui qui révèle sans adoucir, celui qui montre les vérités que l'on préférait ignorer. Dans l'hyperbiais interdit, la sauge est la 3e clef. Celle du souvenir véritable, non la nostalgie sélective, ni l'amnésie commode, mais la mémoire comme acte de intégration, comme reconstruction de soi à travers le temps. Paracels conclut son chapitre sur la sauge ainsi, celui qui prend cette plante doit être prêt à rencontrer toutes les versions de lui-même qu'il a laissées derrière. Car la sauge ne pardonne pas l'oubli. Elle te rend entier, même si cela signifie faire face à ce que tu préférais ne pas voir. Et peut-être est-ce la raison pour laquelle tant de femmes craignent de vieillir, ce n'était pas le corps qui les effraie, mais la possibilité d'oublier qui ils furent, de perdre le fil de leur propre histoire. La sauge murmure. Tu ne vas pas à le perdre. Mais tu dois entretenir les ponts. Arrose les liens entre passé et présent. Car la mémoire n'est pas un luxe. C'est une identité vivante. Chapitre 4. Ortie. Celle qui réveille. On la redoute depuis l'enfance. On la reconnaît avant même de la voir. Un frôlement, une brûlure, une piqûre vive. L'ortie est la plante qu'on évite, celle qui punit la distraction. Paracels le t'aimait précisément pour cela. Il l'appelait la plante de Mars, agressive, directe, impossible à ignorer. L'ortie, disait-il, enseigne à celui qui dort dans sa propre vie à se réveiller. Elle pique le corps pour réveiller les âmes. Et en effet, elle ne guérit pas en douceur. Elle stimule, irrite, réveille la circulation, le feu, le sang. Ce n'est pas une plante de repos, c'est une plante d'éveil. Le fiortie est paradoxal, piquante à l'extérieur, nourricière à l'intérieur. Ses feuilles, une fois séchées ou cuites, sont riches en fer, en magnésium, en silice, en vitamine K. Elle purifie le sang et renforce les os. Mais dans sa forme vivante, elle brûle. Et c'est cette dualité qui fascinait Paracels. Tout remède véritable porte aussi le germe de la douleur, car le corps doit d'abord sentir avant de se souvenir. La brûlure de l'ortie ne n'est pas un poison, elle est un message. Une micro-inflammation qui active la circulation, stimule les terminaisons nerveuses et réveille la vitalité dormante. Les anciens en faisaient un remède contre la léthargie. Les guerriers romains se flagellaient les jambes avec des orties fraîches avant le combat, pour activer la chaleur musculaire et éviter les crampes. Et dans certaines campagnes d'Europe, on frappait doucement les articulations douloureuses avec des bouquets de fiortie, une pratique appelée urtication thérapeutique, qui stimulait la microcirculation et soulageait l'arthrite. Aujourd'hui, on sait que ce n'était pas superstition. La piqûre de fiortie libère de l'histamine, de la sérotonine et de l'isacétylcholine, des médiateurs chimiques qui activent la réponse immunitaire et augmentent la vascularisation locale. Autrement dit, l'ortie oblige le corps à se rappeler qu'il est vivant. Mais Paracels allait plus loin. Pour lui, chaque plante correspondait à un archétype psychique. Le fiortie représentait la colère sacrée, celle qui, quand elle est comprise, devient énergie de transformation. Celui qui refoule sa colère devient froid, inerte. Le sang se fige, le cœur se ferme. Le fiortie rallume ce feu. Les malades apathiques, disait-il, ceux qui n'avaient plus envie de se battre, avaient besoin de cette plante, pas pour guérir la colère, mais pour se réapproprier cette force qui, mal canalisée, devient maladie. Aujourd'hui, la psychologie dit la même chose. Les émotions refoulées, surtout la colère, créant des blocages somatiques, des tensions chroniques et même des troubles auto-immuns. Le fiortie agit sur ce plan symbolique. Elle brûle ce qui stagne, purifie le sang, littéralement et énergétiquement. Les analyses modernes le confirment.
Le Fiorti favorise la détoxification hépatique, stimule la production de globules rouges et régule, puis équilibre, acido-basique du corps. Une étude publiée en 2016 dans Phytotherapy Research démontra que l'huile extrait des Fiorti réduit significativement l'inflammation systémique chez des patients souffrant d'arthrite chronique. Mais là encore, Paracels avait déjà compris l'IFT essentiel. Là où il y a stagnation, il faut du mouvement. Là où il y a froid, il faut du feu. Le Fiorti apporte les deux. Il observait aussi son symbolisme, plante des bords de route, des ruines, des endroits abandonnés. Elle pousse là où la terre est pauvre ou blessée. Pour lui, c'était un signe, l'ortie pousse là où la vie a été négligée. Elle est la première à revenir quand tout semble mort. Et si c'est exactement sa fonction dans le corps, ramener la vitalité là où l'énergie s'est retirée. Chez les personnes épuisées, anémiées, déprimées, le Fiorti agit comme un rappel cellulaire. Le feu n'est pas éteint, il dort. Une femme anémique, affaiblie par des années de fatigue chronique, commença une cure d'infusion d'ortie chaque matin. 3 semaines plus tard, elle sentit une chaleur nouvelle dans ses mains, puis dans tout son corps. Pas de miracle instantané, mais un retour progressif à la vitalité. C'est comme si mon sang recommençait à circuler, disait-elle. C'est cela, la leçon de le Fiorti. La vie circule, même quand tu ne la sens plus. Dosage traditionnel. Infusion de feuilles séchées, 2 à 4 guères, par tasse, 2 à 3 fois par jour. Ou décoction de racines utiles pour la prostate chez le somme, 20 grammes par litre, bouillir 10 minutes. Riche en minéraux, l'ortie reminéralise les os et le sang. Précaution. Évite de l'accueillir en période de floraison, ces graines contiennent des composés irritants. Et toujours avec respect, c'est une plante de Mars. Elle répond à la main qui la touche. Paracels s'écrivait, celui qui cueille l'ortie sans conscience en récoltera la douleur, mais celui qui la salue comme une alliée recueillera sa force. Dans l'IFE herbier interdit, le Fiorti est la 4e clef, celle de la reconnexion au feu intérieur. Elle ne guérit pas par apaisement, mais par réveil. Elle ne caresse pas, elle secoue, elle provoque, elle réveille la pulsation vitale. Là où la vie s'est endormie, le Fiorti murmure « Réveille-toi, le monde a encore besoin de ton feu ». Chapitre 5. Mandragore. La racine de l'uftombre. Peu de plantes ont suscité autant de crainte et de fascination que la mandragore. On la retrouve dans les grimoires médiévaux, dans les légendes alchimiques, dans les procès de sorcellerie. On disait qu'elle criait lorsqu'on l'arrachait du sol, et que son cri, « Tu es celui qu'il fit », entendait. Paracels ne croyait pas aux superstitions populaires, mais il savait que derrière les mythes se cache souvent une vérité subtile. La mandragore n'est pas maléfique, écrivait-il. Elle est simplement trop proche du mystère que le vieil homme refuse de voir en lui-même. La racine de mandragore ressemble étrangement à un corps humain. Certains y voyaient un signe démoniaque. Paracels y voyait un symbole alchimique. La forme de l'effeuille endormi dans la terre, le corps encore plongé dans la matière, en attente de lumière. Il le lui appelait la racine de l'uftombre. Car, disait-il, celui qui la prend sans préparation invoque ses propres ténèbres avant sa guérison. Et il n'y exagérait pas. La mandragore contient des alcaloïdes trop puissants. Hyoscyamine, scopolamine, atropine. À faible dose, elle apaise la douleur, dilate la conscience, ouvre les portes du rêve et de la transe. Mais à forte dose, elle provoque délire, confusion, voire la mort. C'est la plante limite. Celle qui t'oblige à savoir jusqu'où tu peux aller. Paracels l'utilisait avec une prudence extrême, principalement pour des rituels d'introspection profonde. Il voyait en elle un miroir du monde souterrain de la psyché. Elle révèle non pas ce que tu veux voir, mais ce que tu caches pour survivre. Les chamans anciens disaient que certaines plantes ne soignent pas, elles enseignent. Et la mandragore est de celle-là. Son énergie est lunaire et tellurique. Elle descend dans les profondeurs, là où l'esprit rationnel perd ses repères. Elle agit sur le corps comme une anesthésie, et sur l'ufsam comme une vérité brutale. Paracels notait que ses patients, après l'avoir prise à très faible dose, rapportaient des rêves denses, symboliques, initiatiques. Des rencontres avec des figures du passé, des peurs enfouies, des souvenirs oubliés. Il comprit que la mandragore n'était pas un somnifère, mais une porte vers l'effet inconscient. Elle ne m'endort pas, elle descend. La psychiatrie moderne dirait qu'elle abaisse les filtres du cerveau, ouvrant un accès direct au contenu refoulé.
et dangereux pour celui qui n'y est pas prêt, mais libérateur pour celui qui cherche la vérité intérieure. Freud parlait de résistance psychique. Paracelse, 3 siècles avant lui, disait simplement « L'âme fuit ses ombres, tant qu'elle n'a pas appris à les nommer ». La mandragore lui enseigne le courage de regarder. Mais attention, cette plante n'a rien de romantique. Elle ne flatte pas, ne console pas. Elle dépouille. Elle montre les pulsions, les désirs, les rancunes que l'esprit voudrait ignorer. Et dans ce miroir cru, certains se perdent. C'est pourquoi Paracelse insistait. La mandragore n'est pas un remède, mais un passage. Elle doit être guidée par la sagesse. Seul celui qui a déjà affronté sa propre nuit peut la manier sans folie. Physiologiquement, son action est redoutable. Les alcaloïdes tropaniques qu'elle contient bloquent l'acétylcholine, induisant relaxation musculaire et altération sensorielle. Mais c'est surtout son effet psychique qui la rend unique. Elle dissout les frontières entre conscient et inconscient. C'est pourquoi on l'utilisait dans les anciens rituels de mort symbolique. Les initiés buvaient une infusion diluée, entraient dans un sommeil profond semblable à la mort, puis se réveillaient transformés. Ils disaient avoir vu leurs démons et en être revenus libres. Aujourd'hui, la science reconnaît dans la scopolamine un puissant modulateur du système parasympathique. Mais l'effet expérience de la mandragore reste avant tout intérieur. Elle te force à affronter ce que tu n'as jamais voulu sentir. Une guérisseuse du Tyrol, au XVIIe siècle, racontait « La mandragore m'a appris que l'ombre n'est pas l'ennemi. C'est la partie de nous qui garde la douleur jusqu'à ce que nous soyons prêts à la libérer. » Paracelse le saurait approuver. Pour lui, la guérison ne vient pas de la suppression du mal, mais de son intégration consciente. Ce que Luçon rejette se renforce. Ce que Luçon regarde s'y apaise. Ce que Luçon embrasse se transforme. C'est pourquoi il plaçait la mandragore au centre du cercle de ces 12 plantes, le miroir de l'Éphytame. Non pour guérir, mais pour révéler. Non pour apaiser, mais pour rendre lucide. Dosage traditionnel symbolique. Une infusion homéopathique ou énergétique, jamais brute. Dans la pratique moderne, on ne consomme plus la mandragore entière. Elle est trop toxique. Mais son archétype demeure. Celui de la descente initiatique, du courage de voir sans phare. Paracelse terminait son chapitre par ces mots « Celui qui veut la lumière sans traverser la nuit n'aura ni l'une ni l'autre. La mandragore ne donne pas la clarté. Elle t'y enseigne comment la mériter. » Dans l'Hyperbier interdit, la mandragore est la 5e clef, celle de l'Euphy-intégration de l'Euphy-ombre. La plante qui ne guérit pas les blessures, mais t'oblige à cesser de te mentir sur leur origine. Elle murmure « La peur que tu refuses de sentir est celle qui te contrôle. Regarde-la, et elle deviendra ton allié. Et dans ce regard, peut-être, commence la vraie liberté. » Chapitre 6, Romarin, le gardien de la clarté. Le romarin est la mémoire du soleil dans la plante. Quand l'hiver recouvre tout de gris, il reste vert. Quand le vent froid arrache les fleurs fragiles, lui garde sa force, sa senteur et sa présence. Paracelse le fait appeler la plante du feu clair. Le romarin ne s'enflamme pas, disait-il. Il est clair. Et c'est vrai là où d'autres plantes stimulent le corps ou calment l'esprit. Le romarin semble faire les deux à la fois. Il réchauffe sans brûler, il éveille sans agiter, il purifie sans effacer. Dans les temples grecs, on brûlait du romarin avant les cérémonies, non pour son parfum, mais pour nettoyer la pensée, dissiper les brumes mentales, chasser la fatigue de l'âme. Les étudiants d'Athènes en portaient une couronne autour de la tête pendant les examens. Ils disaient « Là où il y a du romarin, il y a souvenir ». Paracelse confirmait cette intuition. Le romarin réveille la clarté de l'esprit, la capacité de distinguer sans juger, de se souvenir sans s'y attacher. Il associait la plante au soleil et à Mercure, symbole de fait intelligence et de lucidité. Dans son langage alchimique, le romarin représentait le feu purifié, la lumière qui ne détruit plus, mais éclaire. Et la science moderne le rejoint. Les composés actifs du romarin, acide rosmarinique, cinéole, camphre, améliorent la circulation cérébrale et stimulent l'activité neuronale. Une étude de 2012 publiée dans le Therapeutic Advance in Psychopharmacology montra que l'arôme du romarin augmente significativement la mémoire de travail et la vitesse cognitive. Une simple inhalation suffit à activer les zones du cerveau liées à la vigilance
et à la concentration. Mais Paracelse voyait dans le romarin bien plus qu'un tonique. Il disait qu'il clarifie l'âme, pas seulement l'esprit. Celui qui a trop pensé et trop douté, que fait-il boire du romarin pour se souvenir du centre? Car la confusion mentale n'est pas toujours due à la fatigue du cerveau. Elle vient souvent de la surcharge émotionnelle. Trop d'informations, trop de décisions, trop de peur de se tromper. Le romarin dissipe cette brume intérieure. Il rend la vision plus nette, non pas pour tout comprendre, mais pour retrouver la simplicité du discernement. On pourrait dire qu'il ne donne pas des réponses, mais du silence entre les pensées. Ce silence, Paracelse l'appelait le feu tranquille. Le romarin, écrivait-il, est le feu qui n'a plus besoin de brûler pour exister. Il est la conscience éveillée sans effort. Dans les traditions méditerranéennes, on plaçait un brin de romarin sur le cœur des morts pour les aider à se souvenir de qui ils sont de l'autre côté. Elle était la plante du passage lucide, celle qui maintient la conscience éveillée jusque dans la mort. Et c'est là que réside sa puissance symbolique. Le romarin est la mémoire de l'Iftam. Pas la mémoire des faits, mais celle de l'efficience, le souvenir de la lumière originelle avant la confusion du monde. Une femme de 38 ans, en proie à un brouillard mental depuis des mois, fatiguée, dispersée, incapable de se concentrer, commença à inhaler de l'huile essentielle de romarin chaque matin. En quelques jours, la sensation de lourdeur mentale s'allégea. « C'est comme si mon esprit respirait à nouveau », dit-elle. Elle ne s'y avait pas trouvé de réponse, mais elle avait retrouvé la clarté nécessaire pour les chercher. Dosage traditionnel, infusion de feuilles de romarin 2G par tasse ou inhalation de son huile essentielle diluée. Le matin, jamais le soir, c'est une plante solaire, tonique pour le foie, le cœur et le cerveau. Précaution, éviter en cas d'hypertension sévère ou de grossesse. Le feu du romarin est pur, mais intense. Paracelse ajoutait, celui qui abuse du feu clair finira brûlé par sa propre lucidité. La clarté, comme le soleil, doit se doser. Dans l'Herbier a interdit, le romarin est la 6e clef, celle de la vision éveillée. La plante du discernement de la vigilance et de la mémoire intérieure. Elle ne t'y offre pas la vérité, mais te rend capable de la voir. Quand tout semble confus, respire le romarin. Et souviens-toi, la lumière ne vient pas de l'extérieur. Elle attend que tu la laisses passer. Chapitre 7. Pavot. Le sommeil des dieux. Le pavot dort debout dans les champs. Ses fleurs rouges s'ouvrent au matin comme des paupières fragiles, puis tombent au soir, laissant derrière elles une capsule pleine de rêves. Les anciens disaient que Morphée, le dieu du sommeil, naquit du fait un pavot. Et les prêtres d'Asclépio, avant de soigner les malades, ont brûlé les graines dans leur temple pour inviter les songes à descendre. Paracelse les appelait la fleur du seuil, celle qui se tient entre la veille et l'oubli. Le pavot n'y endort pas, écrivait-il. Il ramène le corps dans le royaume où la douleur se tait, car le sommeil ne fait pas une fuite, que c'est une réparation. Le corps y refait ses liens, l'âme y range ses souvenirs, et quand le sommeil se refuse, la vie se fissure. Paracelse observait ses patients, les fiévreux, les affligés, les insomniaques hantés par des pensées sans fin. Il leur donnait des préparations douces de pavot blanc ou de coquelicot rouge, jamais l'opium pur. Il disait que c'était voler le sommeil des dieux. Il savait que la différence entre le remède et le poison est toujours une question de mesure. Trop de sommeil, disait-il, est oubli. Trop de veille est folie. Le équilibre est la porte. Et c'est là la leçon du pavot. Il ne soigne pas seulement le corps. Il enseigne la reddition. Celle du guerrier qui cesse de lutter contre la nuit, celle de l'esprit qui accepte de ne pas tout contrôler. La science moderne lui donne raison. Les alcaloïdes du pavot, morphine, codéine, papavérine, apaisent la douleur en se liant aux récepteurs opioïdes du cerveau. Ils réduisent la perception de la souffrance et permettent au système nerveux de se régénérer. Mais le pavot, pris brut, agit plus subtilement. Il calme sans effacer. Il invite sans forcer. Dans les campagnes médiévales, on glissait quelques pétales de coquelicot dans le lait chaud des enfants pour les aider à dormir après la fièvre. Les mères savaient sans le dire que cette plante ne donnait pas le sommeil, elles le rappelaient. Aujourd'hui encore, des études montrent que le pavot rouge, Papaver ruis, possède des propriétés sédatives légères, sans dépendance ni altération de la conscience.
Une infusion de ces pétales détend le système nerveux et favorise un sommeil réparateur. Mais Paracelse n'utilisait jamais le pavot pour fuir la réalité. Au contraire, le sommeil véritable, disait-il, n'est pas l'oubli du monde, c'est le retour à l'euphiordre naturel. Là où le corps se souvient que fit, il est immortel dans le rêve. Pour lui, rêver était une forme de médecine. Il notait les rêves de ses patients, cherchant dans leurs symboles la racine invisible de la maladie. Les rêves sont les herbes de l'âme, écrivait-il. Chaque image nocturne contient une molécule de vérité. Et c'est là que le pavot devient plus qu'un somnifère. C'est un messager entre les mondes. Il relie le conscient au subconscient, le médecin à la part du patient qui veut guérir. Une femme atteinte de douleurs chroniques, épuisée par des années de lutte contre son propre corps, prit chaque soir une infusion légère de coquelicot. Après 2 semaines, la douleur n'avait pas disparu, mais elle rêvait à nouveau. Et dans ses rêves, elle marchait, respirait, riait. « Mon corps ne me faisait plus peur », dit-elle. C'est cela, le don du pavot, non pas supprimer la douleur, mais redonner à la vie la douceur nécessaire pour la supporter. Dosage traditionnel. Infusion de pétales de coquelicot rouge, 1 cuillère par tasse, infusée 10 minutes. Ou sirop ancien de pavot blanc, 1 cuillère avant le coucher. Précaution. Jamais d'usage des résines concentrées sans supervision médicale. Le pavot contient les plus puissants alcaloïdes connus de l'homme. Et comme le disait Paracelse, la dose fait le poison, même pour la paix. Dans l'herbier interdit, le pavot est la 7e clef, celle du repos sacré. Il ne t'offre pas la fuite, mais le droit de déposer les armes. Tu n'as pas besoin de mourir pour trouver le silence, murmure le pavot. Tu as seulement besoin de s'accepter de dormir. Chapitre 8. Gingembre, le feu intérieur. Il existe un feu qui ne brûle pas, un feu qui réchauffe sans détruire, qui donne au sang sa vitesse, à la chair son élan, à l'esprit son courage. Ce feu, Paracelse s'appelait l'hyphénergie vitale. Et la plante qui, selon lui, le réveille mieux que tout autre, c'est le gingembre. Le gingembre n'est pas un simple tonique, écrivait-il. Il est le souvenir du feu primordial. Originaire de Phasie, le gingembre a traversé les siècles et les mers, comme un talisman contre le froid, la fatigue et la peur. Les marins en mâchaient des morceaux pour tenir pendant les tempêtes. Les moines tibétains le buvaient avant la méditation pour garder l'attention vive. Partout, il symbolisait la chaleur qui maintient la conscience éveillée. Paracelse, dans son langage alchimique, le vit associa à Mars et à Jupiter. Mars pour la force et le mouvement, Jupiter pour le expansion et la joie. Là où le gingembre entre, disait-il, la stagnation se s'enfuit et le cœur se souvient de battre. Et en effet, sur le plan physiologique, le gingembre stimule la circulation, augmente la température corporelle, accélère le métabolisme et renforce le système immunitaire. Mais sa puissance ne se limite pas au corps, elle touche aussi le féam. Car le froid n'est pas toujours une question de climat. Il existe un froid intérieur, celui du découragement, de la résignation, le froid des jours où plus rien ne semble possible. C'est ce froid-là que le gingembre chasse. Il rallume la flamme dans le ventre, là où naissent la volonté et le désir de vivre. Les Chinois l'y appelaient Shengjiang, le vieux sage jeune. Ils disaient qu'il garde le feu vital du corps même quand l'âge avance. Et ils avaient raison. Le gingembre stimule la production d'enzymes digestives, améliore le fait assimilation des nutriments et soutient la sécrétion d'adrénaline douce, celle qui réveille sans épuiser. Une étude de 2014 publiée dans le Journal of Medicinal Food a démontré que le gingembre augmente la thermogenèse, la capacité du corps à produire de la chaleur. Un autre travail, en 2018, a montré que Fei réduit la fatigue mentale et améliore la concentration. Mais Paracelse disait déjà, ce n'est pas le gingembre qui réchauffe, c'est le souvenir de la chaleur qu'il réveille. Pour lui, la maladie était toujours une forme de refroidissement. Le feu intérieur, qu'il appelait arché, s'affaiblit par la peur, le désespoir, la paresse de l'âme. Le rôle du médecin, disait-il, est de rallumer cette flamme, et le gingembre en est lisse étincelle. Il le prescrivait aux mélancoliques, aux convalescents, à ceux dont le regard s'y était éteint, mais aussi aux âmes dispersées, celles qui rêvent beaucoup et agissent peu. Le gingembre ramène du ciel à la terre, du mental au mouvement.
Et il ajoutait, « Quand le cœur est froid, le courage s'y enfuit. Donne-lui le feu, et il se souviendra qu'il est vivant. » Une femme dépressive, incapable de sortir du lit, commence à chaque matin une infusion de gingembre frais, citron et miel. Au bout de quelques jours, elle sentit quelque chose de simple mais nouveau, plus sans vie. Non pas la joie totale, mais ce premier élan qui précède la vie. C'était comme une flamme sous la peau, dit-elle. C'est cela, la guérison du gingembre. Non pas éteindre la douleur, mais réchauffer ce qui peut encore brûler. Dosage traditionnel. Infusion de racines fraîches, 2 à 3 jarres, ou une tranche de 3 cm bouillie, 5 minutes. À boire le matin ou avant les repas. Évitez le soir. Il empêche parfois le sommeil par excès d'énergie. Précaution. À haute dose, il peut irriter l'effet stomac. Et comme lui s'écrivait Paracelse, même le feu sacré peut brûler s'il n'est pas dirigé. Dans les herbiers interdits, le gingembre est la 8e clef, celle du retour à la vitalité. La plante de l'effaction juste, du feu équilibré, du courage retrouvé. La vie n'attend pas que tu sois prêt, murmure le gingembre. Elle t'y attend que tu sois chaud. Et dans cette chaleur, le monde recommence à battre. Chapitre 9, Rose. Le cœur de lumière. Parmi toutes les fleurs, la rose est la plus connue, et pourtant la moins comprise. On croit la connaître parce qu'on la voit partout, mais peu savent ce qu'elle fait vraiment à l'âme. Paracelse. L'y s'appelait la fleur du cœur. La rose, écrivait-il, n'enseigne rien à l'intellect. Elle guérit ce que le fin intellect ne peut pas atteindre. Et ce lieu, c'est le cœur. Non pas le muscle, mais le centre vibratoire de la vie émotionnelle, l'espace où se croisent la douleur et la beauté. Pour Paracelse, chaque organe du corps avait une résonance spirituelle. Le foie, la colère, les reins, la peur, les poumons, la tristesse. Et le cœur, l'effi-amour. Pas l'us-amour sentimental, mais l'us-énergie cohérente, qui maintient l'effi-unité du corps et de l'effi-esprit. Là où le cœur est fermé, disait-il, la lumière se fragmente. Là où il s'ouvre, tout se ordonne. C'est pourquoi il considérait la rose comme une plante alchimique parfaite, douce mais puissante, fragile mais inaltérable, capable de guérir aussi bien la chair que l'âme. La science moderne, encore une fois, confirme l'intuition du maître. L'huile essentielle de rose de Damas possède des effets mesurables sur le système nerveux autonome. Des études menées à l'UFI Université de Téhéran 2000 montrent qu'elle réduit la fréquence cardiaque et le cortisol, induisant un état de calme profond sans somnolence. Son arôme agit directement sur le système limbique, la région du cerveau qui régule les émotions et la mémoire affective. Mais ce que la science ne peut pas mesurer, c'est la façon dont la rose rétablit la dignité du cœur blessé. Car elle ne ferme pas les plaies, elle les honore. La rose, disait Paracelse, ne chasse pas la douleur. Elle la transforme en beauté. Et cette transformation est son pouvoir secret. Là où d'autres plantes calment, la rose transmute. Elle prend la souffrance et en fait de la lumière, non par magie, mais par résonance. Son parfum, sa géométrie parfaite, son équilibre entre douceur et épine, rappellent au corps ce qu'est l'harmonie naturelle. Les mystiques du Moyen-Âge la voyaient comme le symbole du Christ intérieur, le point où la divinité rencontre l'effet humanité. Et dans les traditions soufis, la rose est l'iftam en quête de son parfum originel, la mémoire du divin, dans la chair. Paracelse ne parlait pas de religion, mais il savait que cette fleur agit sur la cohérence émotionnelle. Là où la rose entre, la discorde se tait. Elle réaccorde les cordes invisibles du cœur humain. Une femme, après la perte de son fils, refusait de toucher à quoi que ce soit qui rappelait la beauté. Tout lui semblait obscène. Une thérapeute lui donna une essence de rose à respirer chaque matin. Au début, elle pleura à chaque fois. Puis les larmes changèrent. Ce n'était plus le chagrin brut, mais quelque chose de plus vaste, la tendresse. J'ai compris que mon cœur ne voulait pas guérir, il voulait aimer à nouveau, dit-elle. C'est cela, la médecine de la rose, non pas fermer, mais réouvrir. Dosage traditionnel. Infusion de pétales 2 jets par tasse, ou inhalation de huile essentielle diluée. Quelques gouttes, dans de l'eau chaude, suffisent à apaiser le système nerveux. La rose agit lentement, mais profondément. Précaution. Aucune toxicité connue.
Mais attention à la sensibilité émotionnelle qu'elle réveille. Comme le disait Paracelse, la rose guérit par la beauté, et la beauté exige que le hérisson soit prêt à sentir. Dans l'IRBIA interdit, la rose est la 9e clef, celle de l'IFI amour conscient. Pas celui qui attache, mais celui qui relie. Elle ne s'y impose rien. Elle rappelle simplement ce que le cœur savait avant d'être brisé. Aime encore, murmure la rose. Non pas parce que le monde est sûr, mais parce que ton cœur est fait pour ça. Et quand le cœur répond, même la douleur devient lumière. Chapitre 10, lavande, le souffle violet. Si le romarin est le feu clair du matin, la lavande est la lumière apaisée du crépuscule. Elle ne stimule pas, elle apaise, mais pas comme une anesthésie, comme une main posée sur le front après une longue journée. Paracelse les appelait le souffle violet. La lavande, écrivait-il, ne chasse pas la tension. Elle enseigne au corps à respirer à nouveau. Et c'est que vient cela. Elle rend au souffle son rythme naturel, au cœur sa lenteur, à l'esprit son espace. Dans les monastères d'Europe, on la cultivait autour des cellules des moines. Les herboristes savaient que son parfum calmait les esprits agités et que un sachet de fleurs séchées sous le oreiller pouvait apaiser les nuits sans repos. Mais Paracelse allait plus loin. Pour lui, la lavande ne c'était pas seulement un sédatif. C'était une harmonisatrice. Là où la lavande agit, les extrêmes se réconcilient. La chaleur se tempère, le froid se réchauffe, le tumulte se souvient du silence. Elle était pour lui la plante de Mercure et de la Lune, mouvement et douceur, raison et intuition. C'est pourquoi elle agit aussi bien sur le corps que sur l'esprit. Les études modernes le confirment. L'huile essentielle de lavande, riche en linalol et acétate de linalyle, diminue la libération d'adrénaline et de cortisol. Une étude menée en 2013 par l'université de Kagoshima au Japon a montré que respirer de la lavande pendant 15 minutes réduit la pression artérielle et la fréquence cardiaque, tout en augmentant les ondes alpha du cerveau, celles de la détente consciente. Mais Paracelse observait aussi autre chose. Chez les personnes anxieuses, il voyait le souffle coupé. Leur respiration restait haute, rapide, retenue. Le corps, disait-il, oublie de respirer quand l'USAM se méfie du monde. Et la lavande, selon lui, redonnait au souffle le droit d'exister. C'est ce qui la rend unique. Elle agit par le nez, par la peau, par l'air lui-même. Son parfum devient un signal de sécurité pour le système nerveux. Le cerveau reconnaît la paix, avant même que la pensée ne la comprenne. Une femme souffrant de crise de angoisse chronique commença à apporter un petit flacon d'huile essentielle de lavande. À chaque début de panique, elle respirait profondément 3 fois. Au bout de 1 mois, les crises diminuèrent. Ce n'est pas que la peur a disparu, disait-elle, c'est que celle ne ça a plus de pouvoir sur mon souffle. C'était cela. La médecine invisible de la lavande, elle rétablit la respiration intérieure. Dosage traditionnel. Quelques gouttes d'huile essentielle de lavande, vrai Lavandula angustifolia, dans de l'eau chaude ou sur l'oreiller avant le sommeil. En infusion, 1 à 2 gras de fleurs séchées par tasse, 2 fois par jour. Précaution. Ne pas confondre avec la lavande aspic ou stéchade, plus agressive. La véritable lavande agit par douceur, et c'est cette douceur qui la rend puissante. Paracelse avertissait, celui qui confond la paix avec la faiblesse, ne a jamais connu la vraie force. Car la douceur de la lavande dompte des tempêtes invisibles. Dans l'IRBIA interdit, la lavande est la 10e clef, celle du repos conscient. La plante du retour à soi, du calme lucide, du silence respiré. Respire, murmure la lavande. Tu ne fais rien à contrôler. La vie sait respirer en toi. Et dans ce souffle retrouvé, la paix cesse d'être un effort. Elle devient naturelle, comme un soir de fité où tout se tait, et où le fer lui-même semble prier. Chapitre 11. Aconite, le poison sacré. Le féconi pousse là où peu de plantes osent croître, sur les pentes froides des montagnes, dans les lieux où la terre est dure, où le vent coupe, où la vie elle-même semble devoir lutter pour exister. On la reconnaît à sa fleur violette, belle comme une flamme inversée, et pourtant mortelle. Quelques grammes de sa racine suffisent à arrêter un cœur. C'est pour cela que font le chi, appelé jadis le casque de Jupiter, ou la fleur du diable. Mais Paracelse voyait dans sa puissance un message plus ancien, plus subtil.
Rien ne fait poison ni remède, écrivait-il. Tout dépend de la dose et de la conscience de celui qui les emploie. L'aconie, disait-il, n'est pas une plante de guérison ordinaire, si est une plante d'y fait preuve. Elle révèle la frontière entre la peur de mourir et le courage de vivre. Car toucher l'aconie, c'est toucher la mort elle-même, pas la mort physique seulement, mais tout ce que l'homme refoule, la faim, la perte, la transformation. Elle force à regarder ce que le son fuit, et c'est précisément cela qui la rend sacrée. Paracelse s'appelait le poison de vérité. Pour lui, la maladie n'était jamais un accident biologique, mais une rupture entre la conscience et la nature. L'éphaconie, en réveillant la peur primitive, ramenait le patient à l'humilité essentielle, celle de reconnaître que la vie ne nous appartient pas. Celui qui boit l'aconie sans respect appelle sa propre fin. Celui qui la contemple avec sagesse apprend à vivre sans illusion. Et de fait, il ne la prescrivait presque jamais. Il la gardait comme symbole initiatique, une plante à ne pas prendre, mais à comprendre. La science moderne confirme sa dangerosité. Le phtaconitine, son alcaloïde principal, bloque les canaux sodiques du cœur, provoquant engourdissement, paralysie et enfin arrêt cardiaque. C'est un poison parfait, précis, implacable, silencieux. Mais pour Paracelse, c'est justement cette perfection qui révélait la leçon. La mort est la plus exacte des alchimies. Elle dissout sans juger, transforme sans hésiter. Le phtaconite emporte la signature. Dans les écoles ésotériques du XVIe siècle, on utilisait parfois une infusion infinitésimale de féconite comme préparation spirituelle. Quelques gouttes dans de l'effet d'eau bénite, non pour guérir le corps, mais pour confronter l'esprit à la limite. Le disciple devait méditer sur sa peur, sentir le frisson du danger, sans le fuir. « Regarde la mort », disait le maître, « et elle cessera de t'y effrayer. » C'est là le paradoxe. La plante la plus mortelle enseigne la paix ultime. Une légende rapporte qu'un moine alchimiste, persécuté pour hérésie, prit une dose mortelle d'aconie avant d'être capturé. On le trouva assis, calme, souriant, les yeux ouverts vers le ciel. Sur ses lèvres, un mot lumineux. Paracelse aurait dit « Il ne fait pas mort du poison, il est mort de la vérité ». L'éphaconie, dans son essence, est la plante du passage. Celle qui enseigne que tout remède est aussi un risque et que toute lumière doit traverser l'ombre. Dosage symbolique. Aucun usage interne. Le féconie se contemple, se médite, se respecte. En homéopathie moderne, ces dilutions extrêmes, l'aconitum napellus, sont encore utilisées pour calmer les chocs émotionnels, les peurs aiguës, les angoisses de mort. Et cela ne est pas un hasard. Celui qui regarde la mort sans détour, disait Paracelse, découvre que la vie n'y a jamais eu besoin de fait être protégée. Dans les herbiers interdits, le viaconite est la 11e clef, celle du courage spirituel. La plante qui ne guérit pas, mais révèle la nature réelle de la vie, éphémère, mais infiniment consciente. Ce que tu appelles la fin, murmure le féconie, ne me laisse qu'est feu. Fin passage de forme. Rien ne meurt, tout change. Et c'est dans ce changement que réside la paix. Chapitre 12. Myrrhe, le sceau de la lumière. Il y a des parfums qui ne s'évaporent pas. Ils restent suspendus dans l'air comme une mémoire ancienne. La myrrhe est de cela. Dense, ambrée, presque terrestre, elle ne séduit pas, elle consacre. Les anciens la brûlaient dans les temples pour honorer les dieux. Les Égyptiens l'utilisaient pour embaumer les corps, les Hébreux pour rendre les prophètes, et les chrétiens pour envelopper les morts. Mais Paracelse disait que la myrrhe n'y appartenait pas aux morts, elle appartenait aux renaissants. La myrrhe n'y est à la fin, écrivait-il, mais le sceau de la transmutation accompli, car elle agit là où le feu et la chair se rejoignent, dans la blessure. Et c'est précisément là que la lumière veut entrer. La myrrhe ne guérit pas par douceur, elle guérit par densité. Elle ferme ce qui a été ouvert trop longtemps, scelle ce qui doit rester intact, purifie ce qui a été souillé. Elle ne rend pas neuf, disait Paracelse, elle rend sacré. Résine de fait un arbre blessé. La myrrhe coule des fabords comme du sang, puis se solidifie en perles ambrées. C'était une cicatrice devenue offrande. Et c'est cela, son secret. Elle enseigne au corps et à la vie d'âme que la blessure n'est pas la fin, c'était la porte.
Les alchimistes la considéraient comme le sceau du grand œuvre, la matière transmutée en esprit, le corps devenu temple. Paracelse l'appelait la signature de la lumière incarnée. La science moderne lui reconnaît des vertus antimicrobiennes, anti-inflammatoires et régénérantes. Une étude de 2013, publiée dans le Journal of Ethnopharmacology, a démontré que les extraits de myrrhe accélèrent la cicatrisation cellulaire et favorisent la régénération des tissus. Mais au-delà du corps, elle agit comme un parfum du funion. Elle relie le monde visible à l'us invisible. Celui qui brûle la myrrhe, disait Paracelse, invite la lumière à demeurer dans la matière. C'est pourquoi on la retrouve dans tant de rites funéraires, non pour pleurer les morts, mais pour leur ouvrir le chemin vers la clarté. Et pourtant son parfum n'appartient pas au deuil. Il appartient à la résurrection intérieure, à ce moment où le être humain cesse de se définir par sa douleur et commence à rayonner depuis sa cicatrice. Une femme ayant survécu à une longue maladie portait toujours sur elle un petit morceau de résine de myrrhe. Elle disait « Ce n'est pas un talisman. C'est le souvenir que je sais traverser le feu et que je suis encore ici. Et en vérité, c'est cela la myrrhe, le parfum de ceux qui sont revenus. » Usage traditionnel, résine brûlée en encens pour purifier un lieu ou un esprit, ou macérée dans une huile pour rendre les blessures de la peau. Quelques gouttes suffisent, la myrrhe ne s'impose jamais, elle scelle. Précaution, son essence est puissante, à employer avec intention claire, jamais par habitude. Comme le disait Paracelse, la myrrhe ne guérit pas ceux qui refusent de changer. Elle vient sceller ce qui est prêt à renaître. Dans l'hyperbier interdit, la myrrhe est la 12e et dernière clef, le sceau de la lumière. Elle ferme le cercle ouvert par Luciférique, transformant le feu solaire du début en une flamme stable, intérieure, éternelle. Rien n'est perdu, murmure la myrrhe. Tout ce qui a brûlé devient lumière, et tout ce qui fut blessé devient passage. Ainsi s'achève l'hyperbier interdit de Paracelse, non comme un livre de remèdes, mais comme une carte du retour à soi. Car la véritable alchimie n'est pas dans les plantes, mais dans celui qui apprend à les écouter.